Messieurs, mesdames, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 sur la télévision TAL. À Niamey, la période des grandes vacances offre d'importantes opportunités aux jeunes. C'est ainsi que les jeunes, selon sa convenance, optent pour une occupation. Parmi celles-ci figure la fréquentation des auto-écoles afin d'apprendre non seulement le code de la route, mais aussi la conduite. Hima Saibou et Mokhtar Issoufou. La période entre les mois de juin et septembre est une période de pic pour les auto-écoles à Niamey. En effet, ils sont nombreux, les jeunes élèves, étudiants, entre autres, à mettre à profit ces grandes vacances pour apprendre le code de la route et la conduite. Une raison qu'il explique en ces termes. Si tu as vraiment ton permis, ça te facilite vraiment la vie. L'encadrement est très bien. Les gens qui nous apprennent sont des gens respectueux. On a presque fini le code même. On va enchaîner bientôt la conduite. Je suis venue apprendre à conduire. Ça se passe bien. On nous explique très bien. On nous explique en français, en allemand et en comme ça. On a pris des permis. Maintenant, on nous met dans des tests afin de savoir comment utiliser ça. L'apprentissage, c'est bon. Parce que nous apprenons plusieurs langues. Le français, nous allons comme ça. Et je remercie notre professeur aussi. Il nous enseigne très bien. Il nous fait comprendre ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on connaît aussi. Il nous fait tous les jours les mêmes tests. Pour certains moniteurs et responsables d'auto-école, cette période est déterminante pour eux. Non seulement la demande est forte, mais aussi la rigueur est de mise pour dispenser les cours et permettre à ces élèves d'obtenir cette licence de conduire. Pendant cette période de grandes vacances, il y a une affluence massive des élèves dans les auto-écoles pour apprendre le code et la conduite afin de profiter du temps libre. La formation est destinée aux jeunes âgés de 18 ans et elle est dispensée avec la plus grande rigueur pour leur permettre de bien maîtriser le code et passer avec brio l'examen de conduite. On a des élèves qui le peuvent expliquer ou bien il faut changer au là. Donc tout ça l'apprentissage. De leur prendre des panneaux d'abord, leur montrer comment on coche les réponses sur les papiers, voilà, et les situations de conduite. Tout ça là, on sait déjà les situations d'apprentissage, c'est très facile. Si on a constaté, il répond à toutes les séries, moins de 3 fautes par exemple, ou bien 100 fautes à toutes les séries, il faut les envoyer à l'examen, on peut l'envoyer à l'examen, donc c'est normal. Mais s'il y a trop de fautes, il faut encore apprendre, donc il y a trop de fautes. C'est pas bon d'aller à l'examen et échouer, voilà, donc il faut être là ou bien rester jusqu'à essayer de corriger les différentes fautes. Cette période de grandes vacances donne la latitude aux jeunes de s'affirmer, chacun selon sa convenance. Si les uns ont opté pour les TGV ou encore les cours de vacances, les autres préfèrent apprendre à conduire. La puberté est la période de transition où le corps de l'enfant se transforme pour devenir celui d'un adulte capable de se reproduire. En ce moment crucial de la vie, filles comme garçons font face à des crises. Une de nos équipes a approché les spécialistes pour savoir comment se manifeste la puberté et comment y faire face. Rabia Mamansiraji et Ibrahim Abdullahi. La puberté est une période où filles et garçons adolescents traversent une période de crise. Elle se caractérise par une série de transformations physiques et hormonales progressives qui marquent le passage de l'enfance à la capacité reproductive. La puberté est une période qui dure entre 2 et 3 ans. Maintenant, du moment où ça commence à l'âge de 8 ans chez la fille, donc déjà à cet âge-là, le parent doit être attentionné et remarquer les changements qui s'opèrent chez son enfant. Chez la fille, vous allez trouver le développement mammaire qui est là en première position. Après, ça va sur l'apparition des poils pubiens. Et plus tard, 2 ans, voire 3 ans, l'apparition des premières règles. Chez le garçon, vous allez remarquer qu'il prend de la taille et il a une augmentation du volume testiculaire d'abord, sous l'influence de l'hormone folliculostimulante et une production de la testostérone. La voix qui devient grave. Maintenant, au cas où ces changements-là ne surviennent pas jusqu'à l'âge de 13 ans ou bien au-delà de 14 ans chez les garçons, là, les parents devraient s'inquiéter
et venir faire une consultation pédiatrique pour chercher la cause de ce retard pubertaire. En psychologie, la puberté ne se limite pas au changement du corps. Elle déclenche une profonde métamorphose de la pensée, de l'identité et des émotions. Ce qui fait le point de départ psychologique de l'adolescence qui oblige le jeune à quitter le monde de l'enfance pour se construire en tant qu'adulte. Ils ont du mal à écouter parce qu'ils veulent s'affirmer en tant que personne. Ils ont leur modèle, leur choix. Tout ce qu'on peut dire, c'est parler aux parents. C'est une période, il faut qu'ils comprennent l'enfant. C'est une période qui va passer. Il faut qu'il soit démocratique et non autoritaire. Il ne faut pas trop imposer, sinon l'enfant va se révolter. Parce qu'il se sent déjà grand. Il faut aller doucement, sans forcer l'enfant, sinon ça va tout gâter. Ce qui fait des fois les figues, non? Chez la fille, c'est plus grave encore. Mais chez les garçons, ça va encore. C'est beaucoup de choses. Mais il faut beaucoup plus parler aux parents, qui doivent comprendre que c'est une période passagère. Tout le monde passe par là. L'aspect sociologique montre également que la puberté n'est pas qu'un simple changement biologique. Leurs corps disent qu'ils sont prêts à intégrer l'âge adulte. C'est pourquoi certaines sociétés à ce niveau interviennent pour procéder à un rite de passage. On initie le jeune garçon, on initie la jeune fille à accepter son nouveau statut d'adulte, de mère, de femme en tant que tel, de garçon lui-même pour être un adulte, de père éventuellement. La puberté marque la transition essentielle entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une période durant laquelle les parents doivent faire preuve de compréhension et de patience. Bien éduquer une jeune fille, c'est lui donner les clés pour devenir une femme autonome, responsable et actrice du développement de sa communauté. Au-delà de l'instruction scolaire, cette éducation passe par la transmission des valeurs du savoir-vivre et de la confiance en soi. Un investissement qui profite non seulement à la jeune fille, mais aussi à sa famille et à toute la société. Barira Tama et Maman San Hassan. Une fille éduquée peut éduquer toute sa famille. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ces affirmations montrent combien il est important d'éduquer la jeune fille et dès le bas âge pour bien la former. L'objectif étant de faire d'elle une bonne mère de famille. Une responsabilité qui incombe en grande partie aux parents. Cette jeune fille-là, on doit obligatoirement l'observer dès son bas âge. Pour à chaque faute, on doit l'appeler pour lui dire une telle. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Voilà ce que notre religion. Et dès son bas âge, on doit lui montrer l'importance de sa religion. La maman doit contrôler tout ce qu'elle fait pour que la fille soit un modèle pour elle. Quand elle aura l'âge de 7 ans à 10 ans, à ce moment-là, on doit l'apprendre la prière. Quand tu vas t'habiller et comment t'habiller. La fille, quand tu vas sortir, ce n'est pas la même chose que quand tu seras chez vous. Tu dois t'habiller de telle façon devant un étranger et tu vas t'habiller de telle façon devant tes frères et sœurs. Tout ça, là, on doit enseigner à la jeune fille. 11 ans, 12 ans, elle va rentrer dans une autre phase qui est très, très dangereuse. Et pour cette phase-là, il faut qu'on enseigne à la fille. C'est quoi la règle? Qu'est-ce que c'est que la menstruation? On l'enseigne pour qu'elle sache la menstruation, d'où ça vient et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis ça chez la femme. On doit lui enseigner comment elle va se comporter et on lui montrer le danger. On contrôle même ses amis. On contrôle l'école. À tout moment, il faut que les parents sachent est-ce qu'elle est à l'école, est-ce qu'elle travaille à l'école. Et parallèlement, la makaranta aussi doit savoir demain, elle sera la mère de certains enfants, la mère des enfants aussi. Donc pour qu'elle soit la mère il faut qu'elle aussi soit très bien éduquée pour donner une éducation à ses futurs enfants qui viendront. Toute mère consciente éduque sa fille à son image. Cela signifie que la petite fille, c'est l'être vulnérable qu'on doit protéger, chouchouter, mais pas gâter. Pour que cette dernière soit une bonne épouse, il faut dans un premier temps qu'elle soit respectueuse, qu'elle connaisse les valeurs de l'être humain d'abord, avant de s'engager dans quelque décision que ce soit le mariage ou de la vie courante tout simplement. Lorsque nous éduquons nos filles, c'est qu'elles soient soumises au mari. La jeune fille éduquée acquiert un savoir-être et un savoir-faire qui lui permet d'être une citoyenne active au profit de la société.
Si l'éducation de la jeune fille est essentielle pour son avenir et celle de la société, celle du jeune garçon l'est tout autant. En effet, l'éducation des jeunes garçons est aussi un pilier essentiel pour construire une société responsable et équilibrée. Au-delà de l'apprentissage scolaire, elle passe aussi par la transmission des valeurs, de la discipline et du respect des autres. Ridouane Bolmay et Abdoulaye Moussa nous en disent plus. La bonne éducation est un droit fondamental que chaque parent doit transmettre à ses enfants. Dans nos sociétés, l'on constate que les parents ont tendance à mettre l'accent sur seulement l'éducation de la jeune fille en la préparant pour être une bonne épouse, une femme exemplaire au sein de la société. L'on ressent une démission totale des parents face à l'éducation du jeune garçon. Or, ce dernier en a autant besoin car il est appelé à être responsable dans la vie professionnelle et au sein de sa famille. Il faut inculquer aux jeunes enfants un certain nombre de règles et de normes sociétales. Il y a la question de comment s'imprégner de ces règles et aussi la question d'interaction. Lorsqu'on inculque à un enfant, il faudrait qu'on l'aide à s'imprégner dans la société. Et lorsqu'il s'imprègne dans la société, il faut l'aider à appliquer ce qu'il a appris. Et je crois que c'est valable aussi bien pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Je pense que la question d'implication du jeune garçon relève aux parents d'abord. C'est le premier socle de socialisation à la famille. Il faudrait donc au niveau de la famille que l'accent soit aussi mis chez le jeune garçon. Et lorsque on aide le jeune garçon à choisir le type de femme, on l'aide aussi à assurer pleinement ses rôles et ses responsabilités au sein de la famille. Lorsque cet élément est raté, c'est tout à fait normal que nous butions aujourd'hui à des problèmes de société. Moi, je pense que aussi les parents ont un rôle éminemment important à jouer dans l'éducation du jeune garçon. Tout ce qu'on peut faire, c'est de les enseigner ou de les encadrer par rapport au type, par exemple, de femmes qu'ils doivent choisir. C'est de discuter. Les parents, nous ne nous donnons pas assez de temps pour discuter avec nos enfants. Parler, communiquer, car la communication, c'est l'oxygène de tout développement. Il faudrait communiquer avec les enfants pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils font et là où ils vont. Et c'est en ce moment que nous pouvons intervenir pour recadrer les choses, mais pas pour les guider et les tirer du bout du nez. Pour les prédicateurs, l'éducation est le premier acte que les parents doivent prendre en compte pour l'épanouissement de leurs enfants. On prépare un garçon à être patient, à être homme, n'est-ce pas, donc à résister à certains caprices des femmes-là et à être enseignant, éducateur de sa femme, pardon. Donc voilà un peu l'éducation qu'il faut donner à garçon. Il faut le préparer matériellement, et psychologiquement, et spirituellement et mentalement à supporter le foyer parce que c'est lui qui prend le gros fardeau de la famille. Quelque part dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit les hommes supportent le plus gros poids dans la gestion de la famille. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a invités aussi à s'occuper de l'éducation de l'enfant. D'où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que nous devons éduquer l'enfant avant sa naissance. En choisissant une femme pieuse, une femme qui est au respect de son mari, s'attend à éduquer son enfant. Dès que l'enfant a 7 ans, on doit commencer à l'éduquer. Donc, chers frères en islam, le prophète a attiré l'attention pour savoir que les parents, nous sommes les premiers responsables de l'éducation de l'enfant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kullukum ra'i wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yati. Il dit que ce sont tous des bergers et chaque berger est responsable de ses troupeaux. 1, on doit donner le bon exemple. 2, il faudra que l'enfant arrive à avoir de bons comportements. L'éducation joue un rôle important dans toute société. Une éducation solide amène les hommes à bâtir une nation avec des citoyens utiles à leur société.
Les relations entre enfants et parents reposent sur un équilibre entre droits et devoirs. Si chaque enfant a droit à l'éducation, à la protection et à l'affection de ses parents, il a également des responsabilités envers eux, notamment le respect, l'écoute, la reconnaissance, des valeurs essentielles pour préserver l'harmonie familiale et préparer les enfants à devenir des adultes responsables. Retrouvons Barira Hamma, mais cette fois-ci avec Mokhtar Issouf. La famille est le premier socle de la société. Par conséquent, chaque enfant doit bénéficier de tous ses droits et obtenir une bonne éducation afin de pouvoir bien assurer la relève indispensable pour la survie de la société. Le meilleur qu'on puisse donner à son enfant est certes une bonne éducation. Apprendre à l'enfant à connaître qui est Allah, à distinguer les biens du mal, la connaissance et le respect même des autres. L'enfant doit être dans les conditions matérielles d'évoluer normalement, les loger en fonction de ses possibilités, mais le loger bien, le nourrir bien, s'ils sont nombreux, d'éviter la discrimination entre eux. Les enfants ont aussi des devoirs fondamentaux à respecter. Le devoir de l'enfant, c'est d'être respectueux, compatissant, bienfaisant, avoir donc la considération à l'égard de ses parents, donc les ménager, subvenir en fonction de ses possibilités et aux besoins de ses parents, mais surtout, s'ils le sollicitent, tant qu'ils ont besoin de quelque chose, il faut les satisfaire, mais aussi de garder des bons rapports avec ses amis, même après leur décès. De ne pas leur toiser, crier sur eux, de ne pas élever la voix sur eux. Ainsi, les enfants ont également des droits envers leurs parents, bien que c'est difficile. Par conséquent, les parents doivent accomplir le devoir et la responsabilité en accordant une importance maximale à ces derniers dans la vie sociale. Par l'épidémie d'Ebola, Japon, des pluies diluviennes font au moins 8 morts à l'est de Tokyo. Football, Jérémy Douko prolonge avec Manchester City. Tels sont entre autres points saillants de l'actualité internationale. Sélection et commentaires, Rechidatou Jibrilla. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo vient de toucher la province de Baoulé. L'annonce a été faite jeudi par le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies. Information confirmée par ailleurs par les responsables sanitaires congolais. 6 provinces congolaises sont désormais touchées par Ebola depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 15 mai. Avec plus de 2100 morts sur plus de 4500 cas selon les derniers chiffres du gouvernement. Ce bilan a été atteint près de 3 fois plus vite que lors de l'épidémie d'Ebola de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, la pire de l'histoire. Les autorités sanitaires ont indiqué qu'entre 60% et 70% des nouveaux cas sont recensés en dehors des contacts faisant l'objet d'un suivi et que la maladie se propage à un rythme alarmant. Au moins 8 personnes sont mortes après des pluies diluviennes à l'est de Tokyo. Les averses tombées jeudi soir ont entraîné des alertes au glissement du terrain et des coupures de courant à l'est de la capitale. Les météorologistes émettant pour la première fois le niveau d'alerte maximal pour fortes pluies de la préfecture de Shiba, jouxtant Tokyo. Parmi les victimes de ces pluies torrentielles figure une femme de 66 ans coincée dans sa voiture sur une route inondée, a précisé le bureau de gestion des catastrophes de la préfecture de Shiba. Selon ces mêmes autorités, un homme a également été retrouvé flottant sur une chaussée inondée et un autre individu a été retrouvé effondré dans la rue et transporté d'urgence à l'hôpital, mais il n'a pas survécu. Par ailleurs, le bureau de gestion des catastrophes a aussi fait part de ses craintes concernant d'autres victimes, évoquant une personne trouvée inconsciente et une autre portée disparue. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité à la télévision TAL. Excellente soirée à tous. Au revoir.